Une démarche un petit peu complémentaire qui était un petit peu en amont de ce que vient de présenter Laurence, donc qui était une réflexion autour de la démarche morale. Donc cette réflexion, c'était est-ce qu'elle se substitue à ce qui était représenté par les comités d'éthique? Et la réponse était non. Et est-ce que c'était non plus un comité de déontologie? La réponse était non. Donc il fallait vraiment créer un nouveau produit. Et donc il y a eu effectivement de longs débats qui ont débouché sur la notion de la création d'une commission recherche médecine humanité qui déjà traduit le fait qu'on ait employé ces trois termes, traduit déjà une certaine difficulté qu'on avait à appeler ça un comité, avec tout ce que ça implique pour un comité. Et la morale risquait d'être non productive dans la mesure où elle pouvait à un moment donné avoir une conséquence, je dirais, plus religieuse, qui aurait été un frein à la réflexion. Donc en fait, tout ça part d'un constat initial qui est le relatif échec des comités d'éthique, qui étaient devenus, et qui sont devenus toujours, c'est des systèmes normatifs, et en fait qui sont devenus de plus en plus des structures assurant une conformité juridique des expérimentations, et donc oubliant complètement le caractère moral. Donc il fallait effectivement, on pouvait clairement pas s'appuyer sur la notion de comité d'éthique. Donc après de longs débats, on a créé cette commission recherche, médecine et humanité en se fixant deux objectifs. Donc répondre à la demande éthique exprimée par les chercheurs. Donc on remet de la morale dans cette démarche éthique, et bien entendu approfondir les questions tournant autour de l'information du patient, de ses proches, du conflit d'intérêts. Et donc ça, on l'a créé bien plus tard, 2011-2015, donc effectivement l'IHU était déjà créé. Et donc on a travaillé sur essentiellement les relations avec l'industrie. Alors qui ont travaillé, qui ont constitué cette commission? Donc moi-même, il y a eu Didier Sicard, donc, qui a été président du comité national d'éthique, qui était un médecin, Raphaël Liogier qui était un sociologue, Pierre Lecos qui a déjà été présenté, et Jean Naudin qui était, je dirais, un psychiatre phénoménologue. Donc on avait, je dirais, une diversité, et on a fait participer beaucoup d'experts, des experts qui étaient soit du champ de la santé, soit du champ des sciences humaines et sociales, et en particulier Pierre Livet a joué un rôle important dans cette commission. Donc, je dirais, les points forts qui sont ressortis de cette commission, c'est deux recommandations autour de la relation avec l'industrie. Alors, la première, c'est, et Didier l'a déjà évoqué, c'est les essais de non-infériorité, sur lesquels on a donné un avis un petit peu, ça je pense c'était un petit peu le point de Pierre Lecos, à la façon Comité national d'éthique. Donc un avis sur les essais de non-infériorité et un essai pour essayer de mieux cadrer les relations avec l'industrie dont Dominique avait évoqué un petit peu le terme, avec la notion entre autres de la visite médicale. Donc sur les essais de non-infériorité, mais le sujet a déjà été introduit, hein, finalement, c'est est-ce que les participants sont conscients des enjeux, du risque potentiel? Finalement, pourquoi accepter un médicament dont on sait par avance qu'il ne sera pas meilleur que celui qui était déjà commercialisé? Et bien entendu, tout ça, c'est dans un poids très fort d'une logique industrielle qui préside au développement de ces essais de non-infériorité. Donc, du coup, quelle a été un petit peu la recommandation qui a été faite? Eh bien, on a essayé je dirais, de recommander d'établir une hiérarchie entre les recherches qui présentent un intérêt scientifique potentiel et celles qui en sont totalement dépourvues et qui donc doivent être éliminées. Donc, on a suggéré que les personnes ne devraient participer aux essais de non-infériorité que celles qui devaient être susceptibles de dégager au moins un bénéfice secondaire. Et souvent, ça peut être effectivement un nouveau mode d'administration, qui pourrait être une logique
d'essai de non-infériorité. En dehors donc, de ce cadre qui finalement est très 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 restreint, on a émis donc des réserves fortes par rapport à ce type de situation. Et la notion une des potentialités, c'était effectivement possibilité, c'était la notion d'indemnisation des patients qui, elle, n'a pas reçu, je dirais, un consensus au niveau de la commission parce qu'il y avait effectivement un courant, je dirais, chez les représentants de l'éthique traditionnelle qui n'était pas dans cette orientation. Alors le deuxième avis, c'est les relations avec l'industrie pharmaceutique, centrée autour de la visite médicale, donc qui cible essentiellement les médecins prescripteurs. Et là, on est véritablement dans une zone de conflit majeur d'intérêt, puisque la prescription va être déterminée par cette relation. Même si c'est quand même moins présent et mieux codifié que dans le passé, ce type de pratique n'a pas complètement disparu. Et donc du coup, on a proposé que la transmission de l'information apportée par l'industrie pharmaceutique ne soit pas bannie de l'IHU, puisque bon, ça n'aurait pas de sens, mais qu'elle soit codifiée, maîtrisée, et dans ce cas, il a été suggéré de dédier une journée à la présentation de nouvelles molécules, donc dans un principe contradictoire. Donc je dirais que c'est les deux éléments importants qui rentrent dans la relation avec l'industrie, la prévention du conflit d'intérêts. Alors d'autres thèmes ont été abordés, les conflits d'intérêts en particulier dans le domaine de la relation entre la recherche et l'agroalimentaire. Même s'il n'y a pas eu de recommandations, bon, on a eu une réflexion de ce niveau-là. La notion de transgression, le consentement, la randomisation, et donc là, effectivement, donc c'est un point qui a été, le point sur lequel on n'a pas vraiment débouché, puisque bon, c'est arrivé au moment de la pandémie avec la discussion autour des essais randomisés et de l'hydroxychloroquine, où je dirais que l'hystérisation des débats n'a pas permis de faire émerger, je dirais, un texte qui soit un petit peu consensuel. D'ailleurs, je pense que Dominique avait été sollicité pour relire un certain nombre d'éléments de la prose qu'on avait pu faire sur ce sujet, mais à la fin, les pressions étaient telles et les craintes étaient telles qu'il a été décidé de ne pas aller au-delà. Voilà. Donc effectivement, des fois, on débouche sur des situations un petit peu de grande lâcheté. Voilà, c'est ce qui s'est passé sur ce point-là. Voilà, je voulais vous dire.